Jean-Marc est chanceux, très chanceux. Il a été diagnostiqué avec un TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le bien mal nommé TDAH, et puis un TSA, le trouble du spectre autistique. Il a beaucoup d'anxiété et d'énormes problèmes de communication avec son entourage familial, professionnel et autres. Alors vous allez me dire, en quoi il est chanceux, Jean-Marc, le pauvre? Eh bien, il se trouve que Jean-Marc a un très haut quotient intellectuel, un caractère positif et a bénéficié de coups de pouce du destin qui lui a permis de se frayer un joli chemin dans la vie, jusqu'à ce qu'il apprenne, vers la cinquantaine, qu'il avait ses particularités bien ennuyantes. C'est un exemple de personne qui découvre tout ça sur le tard, sans s'être vraiment posé la question, sans se penser forcément un extraterrestre. Et dans cet épisode, on va aborder un point dont on parle peu. Bienvenue sur Intensément, recherche et partage des informations les plus fiables possibles sur les HPI, haut potentiel intellectuel, et neuroatypie. Je suis Raph. Parce que sa démarche diagnostique, Jean-Marc la doit pour une grande partie à son entourage. Et oui, on n'évalue pas toujours les impacts de nos troubles sur les autres. Et pour cet amoureux passionné de linguistique et de communication, et spécialiste lui-même de la communication informatique, ce sont ses proches qui lui ont fait comprendre que la communication humaine n'était peut-être pas forcément son point fort, et l'ont mené à consulter et recevoir ce diagnostic de TDAH, de TSA, avec, en plus de ça, un très haut quotient intellectuel. Diagnostic de TSA-TDAH qui est toujours fascinant pour moi, car la combinaison des deux me pose beaucoup de questions. Alors qu'en fait, elle est courante, puisque plus de 30%, je prends à la louche, des TDAH ont un TSA et inversement. Déjà, faut savoir que jusqu'à la sortie du DSM-5, le manuel de référence des diagnostics, en 2013, les deux diagnostics s'excluaient mutuellement. Vous ne pouviez pas avoir un TSA si vous aviez un TDAH, et vous ne pouviez pas avoir un TDAH si vous aviez un TSA. Et d'un seul coup, bim, c'est possible. Alors déjà, c'est rigolo. Et puis ensuite, il faut avouer que certains symptômes TSA sont franchement à l'opposé des symptômes TDAH. Et ça, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de toujours amusant, en tout cas super intéressant pour moi à analyser. Et alors si on y rajoute un quotient intellectuel au plafond, ça doit être explosif. Et en effet, c'est une rencontre étonnante avec une personne intense, optimiste et passionnée, avec un parcours atypique évidemment, qu'Intensément vous propose. Et je vous rappelle que cet épisode a été rendu possible grâce aux contributeuristes d'Intensément que je remercie du fond du cœur. Le financement participatif est ce qui permet à ce média et à mon travail de vivre. Et si Intensément vous apporte, vous aussi rejoignez la communauté toujours grandissante d'Intensément. Ponctuelles ou régulières, vos donations sont essentielles et vous recevrez des bonus inédits. Il y a un lien dans la description de cet épisode. Merci Intensément et bienvenue dans notre vaisseau spécial. Tout de suite, le témoignage de Jean-Marc. Bonne écoute et bonne visionnade. Donc, bonjour. Donc, voilà, attends, je commence, pardon, c'est moi qui te dis bonjour. C'est bien, je vois que tu as la pêche, c'est très bien. Je comprends que toi, j'ai même pas besoin de te dire bienvenue sur Intensément, tu es déjà intensément tout seul. Excuse-moi. Alors, Jean-Marc, bienvenue sur Intensément. Merci, bonjour. Alors, tu fais partie, je ne sais pas si on doit le dire, tu fais partie des contributeuristes d'Intensément et je suis ravi de t'avoir en tant qu'invité pour ce témoignage. Alors, il y a certains témoignages qui ont été faits en anonyme, d'autres qui ne sont pas faits anonymement. De tous les points de vue, pour moi, c'est tout aussi courageux. C'est un exercice compliqué de témoigner de son parcours et de ce qu'on est. Je te remercie donc d'avoir accepté cette invitation et j'aimerais donc que tu te présentes et ensuite nous parlerons de ton parcours. Donc, je suis Jean-Marc Quéret, j'ai 55 ans. Je suis actuellement ingénieur donc, en recherche et développement pour une société qui fait de la statistique dans le domaine du commerce, pour la grande distribution et centrale d'achat, transporteurs et autres, publicité. Et j'ai tout un tas d'activités autour, parce que j'ai du mal à faire une seule activité. J'écris, donc je suis auteur d'ouvrages techniques, d'articles de presse. Je m'occupe d'une association qui s'appelle Picoscope, qui a pour but de promouvoir la programmation, à travers la programmation de jeux vidéo, auprès des enfants jusque de 7 à 77 ans, je dirais. Donc, on intervient donc, dans des collèges, lycées, à l'université, à Cergy-Pontoise, par exemple. J'ai une activité au niveau studio indépendant pour faire du développement de jeux divers et autres, pour des sociétés qui commercialisent des jeux.
Et une dernière activité autour de la linguistique, parce que je suis un passionné de tout ce qui est autour du langage, que ce soit des langages informatiques ou des langages, on va dire, plus classiques. Et là, j'ai un intérêt particulier pour une langue qui s'appelle Tokipona, qui est une langue minimaliste construite, qui a été créée par Sonia Lang, sur laquelle également je travaille et je publie des articles et autres. Donc j'ai tout un panel d'activités avec, on va dire, des focus très centrés qui correspondent, on va dire, à mon type de fonctionnement sur, on va dire, le code informatique et la langue, les échanges, la communication. Je me demande comment on fait pour avoir autant d'activités dans la vie, mais bon, C'est compliqué, parce que les journées n'ont que 24 heures, donc ça implique de dormir assez peu, d'avoir, on va dire, le cerveau en éveil en permanence, donc ça peut poser des soucis, et on va dire qu'on avance dans l'âge, en l'occurrence, passer la cinquantaine, ça peut devenir problématique, parce que le corps ne récupère pas comme un jeune homme de 20 ans, et la problématique, c'est qu'on a des personnes qui vivent autour de nous, qui subissent, on va dire, ce bouillonnement d'idées, d'intérêts variés, d'absence totale quand je suis concentré sur mes sujets, où là, on va dire, la maison pourrait s'écrouler, je m'en apercevrais même pas. Donc, ça veut dire que quelque chose peut être au four en train de fumer avec une grosse fumée noire qui sort, je le vois pas. Ça peut être une casserole d'eau que j'ai mis sur le feu à chauffer pour faire un thé que j'ai complètement oublié. Ça peut être le chien qui est dans le jardin, qui aboie, qui dérange les voisins, que j'entends pas. Enfin, tout un livreur qui sonne que j'entends pas. Enfin, tout un tas de choses. Donc, au quotidien, ça peut être pénible. Alors, surtout pour les autres, parce que moi, en fait, quand je suis focus sur mes activités, tout va bien. Mais le problème à côté, c'est que ça peut être, on va dire, une catastrophe thermonucléaire et il n'y a personne pour gérer. L'autre problème aussi, c'est que ça mène de la distance, parce que comme on a des activités, enfin moi en l'occurrence j'ai des activités très centrées, ça exclut un peu le partenaire, ça exclut les enfants, ça exclut les autres. Donc il y a un problème de vie au quotidien et d'être avec les autres. Et quand on a ce fonctionnement, je l'ai depuis, on va dire, tout petit, où j'ai une préférence nette pour tout ce qui est à base de silicium par rapport à tout ce qui est à base de vivant. Quand tu étais petit, tu disais aussi à base de silicium? Quand j'étais petit, en fait, à la base, on va dire, j'ai commencé par être un gros lecteur. Donc, j'avais besoin d'histoire, on va dire, de vivre à travers les livres, en fait, des vies et des aventures d'autres, de raisonner sur ce que font les autres par rapport à tout ce qu'on peut lire comme histoire. Et on va dire, lire, c'est le moyen de vivre 1000 vies, en fait, puisque, on va dire, ça va bien au-delà de ça, et de raisonner, alors notamment par rapport à un des intérêts particuliers de lecture, c'est la science-fiction, dans des univers différents, des règles de fonctionnement différents, fait une réflexion sur l'humain, le fonctionnement, la société, etc. DCM1, DCM2, tout ce qui était Jules Verne et compagnie, c'était ma tasse de thé. Et très rapidement, j'ai découvert Isaac Asimov, Arthur Mark Clarke et autres qui m'ont embarqué sur 2001 Odyssée de l'espace ou les séries Fondation ou autres. Et plus tard, Matt Williams sur les séries qu'il a écrites comme Autre Monde ou autres. Donc j'étais un gros lecteur. Mais gamin, donc j'étais assez isolé par rapport aux autres enfants qui allaient faire, je sais pas, du vélo, jouer dans le jardin, du football ou autre. Moi, je préférais être avec mes bouquins. Et après, à travers des livres, des mensuels, des revues, j'ai découvert qu'il y avait de l'électronique, l'informatique. Enfin, là-bas, c'était plus l'électronique. Donc, des circuits imprimés, des composants à souder, on pouvait faire des petites choses. Donc là, ça commence à m'intéresser. Et dans les années 80-81, on va dire l'informatique domestique s'est démocratisée avec des machines comme des ZX81 ou ZX81 de Cliff Sinclair qui sont arrivés sur le marché, qui coûtaient une fortune à l'époque. Et alors, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai des parents qui n'étaient pas du tout dans le domaine, c'est-à-dire que ma mère était femme de ménage. Mon père, chauffeur de bus. On va peut-être parler de tes diagnostics ou de ces troubles, des pathologies que tu as, mais je pense donc, si je me souviens bien, il y avait un TSA quelque part. C'est multiple, hein. On va dire, j'ai coché successivement les différentes coches. Voilà. Donc ça a commencé TDAH, TSA. THPI, TDAH et TSA. THPI, donc très haut potentiel intellectuel, donc très haut quotient intellectuel. Voilà. TSA, donc trouble du spectre autistique. Et TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, dont je déteste le nom et que je dis le très mal nommé TDAH. Et ce qui me fascine chez toi, c'est tout cet univers de communication, d'expression de la communication qui sont assez spéciales. C'est-à-dire que tu as plus ou moins des problèmes de communication avec les autres, entre guillemets, on va dire les neurotypiques. Mais par contre, en fait, en t'intéressant à cette communication informatique, à la linguistique à travers certaines langues spéciales, tu es entièrement dans la communication en réalité. Alors, je suis dans la communication, on va dire, dans le cadre d'une réflexion sur la communication, dans le cadre de règles de fonctionnement pour décortiquer comment ça fonctionne. Justement, peut-être parce que intrinsèquement, je ne la maîtrise pas, ou je n'ai pas les codes. Peut-être ça, enfin, ça, c'est une supposition. C'est l'objet de mon intérêt, en fait, est sur la construction pour la programmation d'un programme qui fonctionne. Donc, on va dire l'expression de ce que je pense sous forme exploitable par un ordinateur. Et dans le cas de la linguistique, ce qui m'intéresse, c'est la linguistique cognitive et la linguistique sociale. C'est-à-dire, au niveau d'une société, qu'est-ce qui fait sens? L'évolution du sens. Donc, on va dire, on est très sur la sémantique.
pour justement analyser, on va dire, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est les biais cognitifs, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'une personne va dérailler à un moment ou à un autre dans le raisonnement ou dans l'appréciation d'un texte, ou tout ce qui est utilisé en matière de publicité ou de discours politique, justement pour que, on va dire, deux locuteurs qui ont des opinions totalement différentes sur un sujet soient absolument d'accord avec la personne qui s'exprime, de fait que le discours est construit d'une façon telle qu'il va fonctionner pour les deux personnes. Donc, on va dire, le langage, dans les deux cas, m'intéresse vis-à-vis du formalisme, du fonctionnement et de ses travers par rapport à ça. Ce qui me permet, moi, peut-être d'avoir du recul par rapport au fonctionnement, par rapport à la communication avec les autres. Mais la communication avec les autres, on va dire, en dehors de mes sujets de prédilection, reste quand même assez compliqué. Comment tu as découvert tout ça? Alors, au niveau jeune que j'étais, donc je m'isolais au départ par la lecture. Après, dès que j'ai pu avoir un ordinateur dans les mains, j'étais absolument focus sur l'ordinateur. Et j'ai eu de la chance que les enseignants m'ont plus ou moins accompagné dans la démarche. C'est-à-dire, comme j'avais un comportement singulier, des intérêts singuliers, quand le plan informatique pour tous est arrivé, on m'a proposé de participer à ces activités. Dans un premier temps, on va dire pour, par exemple, installer le matériel ou autre, et dans un même temps, pour animer des formations, voire même des formations pour mes enseignants. C'est-à-dire, quand j'étais au collège, les machines sont arrivées, les enseignants ne connaissaient pas, donc c'était empilé, on va dire, dans le CDI, sur un coin de table, et ne savaient pas trop quoi en faire, en fait. Et moi, j'avais de l'équipement à la maison, donc je dis, tiens, ça je sais, c'est pour brancher l'écran, là on branche le clavier, tatati. Et incroyable ça, génial. Parce que tu sais, t'es gentil, tu sais, écoute, t'es un gamin, vas-y, fais voir. Et j'ai monté, ils m'ont dit, écoute, est-ce que ça t'intéresserait pas de participer à ce type d'activité? Et dans ce cadre-là, donc au niveau de ma commune, j'ai participé à tout ce qui est plan informatique pour tous, formation, donc les réseaux, les ANOR, les MO5, les Goupil et tout ça. Donc j'ai pu toucher du réseau, j'ai pu toucher de ce genre de choses. Et des machines avec des disquettes aussi, c'est un miracle, parce que moi j'étais sur cassette au départ. Donc passer la disquette, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc on va dire, j'ai eu un accompagnement bienveillant. Même chose au collège, comme je passais beaucoup de temps, on va dire, sur l'ordinateur du CDI et les réseaux autres, les enseignants ont eu quelques souplesses dans mes enseignements. Donc il y avait des cours que je ne suivais pas, le sport, juste comme ça, parce que c'est pas du tout mon truc. Et ils me laissaient tranquillement, au niveau du CDI, pratiquer parce que je souhaitais pratiquer sans être ennuyé par rapport à ça, quoi. Non mais attends, c'est incroyable ce que tu es en train de me raconter là. Est-ce que je peux te demander sans indiscrétion, on n'est pas obligé de le mettre, c'était où? C'était à Dompierre, c'était en Charente-Maritime. C'est un petit collège. Mais au niveau de ma commune, donc c'était Vérines en l'occurrence, donc c'est en Charente-Maritime. Et le directeur de l'école, moi je peux le nommer, c'est monsieur Alain Montfort à l'époque. Et donc il avait déjà repéré que j'étais assez singulier par rapport à mes centres d'intérêt et ma démarche. Quand je lisais beaucoup, pour donner une idée, ça coûte cher un livre. Mes parents n'avaient pas une fortune non plus, donc c'est le directeur de l'école qui me passait des bouquins de sa bibliothèque pour nourrir la bête, on va dire. Et quand j'ai commencé donc à m'intéresser à l'informatique, c'était, on va dire, pour moi, c'est anecdotique. Et quand les éléments, on va dire, du plan informatique pour tous ont été lancés, c'est pareil, la participation des jeunes au conseil municipal et autres, etc. Le directeur, donc à ce moment-là, j'étais donc au collège, est venu me contacter et me proposer de participer à cette activité. Donc j'étais jointure collège-lycée, donc j'étais 3e seconde sur cette période-là. C'est incroyable, en fait, ce sont des aménagements qui ont été faits à une époque où on ne parlait pas d'aménagement pour les neuroatypiques. Du tout, mais c'était même pas un sujet, j'ai même pas été, il n'y avait même pas de cadre. Enfin, oui. On va dire jusqu'au 5 mai, on va dire 2023, j'avais pas d'étiquette, ni THPI, ni HPI, ni TSA, ni quoi que ce soit d'autre. J'avais aucune étiquette. J'avais juste l'étiquette du mec bizarre qui est super intéressé par l'informatique, qui a des absences même quand il est présent. C'est-à-dire que j'ai jamais été autant absent, en fait, que quand j'étais présent, ne serait-ce qu'à un repas de famille, choses comme ça. Parce qu'on va dire, dès qu'il y a plus de 3-4 conversations, c'est la famille, je suis perdu. Et quand j'ai un sujet en tête, donc ça peut se finir, j'ai la plaisanterie de sortir le crayon et d'écrire sur la nappe, mais ça m'est arrivé de coder sur des bouts de nappe, ou de noter un truc, ou de partir sur une serviette en papier, ou carrément, alors, seuil de la politesse totale, sortir, je sais pas moi, mon portable, le poser sur la table, et puis taper un bout de code en pleine réunion familiale, quoi. Ce qui passe pas très très bien. Après, c'est peut-être pas vraiment une bonne idée de dire à un collégien, c'est pas grave si tu fais pas de sport, parce que je trouve que le sport, c'est quand même important. Mais tous ces aménagements qu'on t'a fait, et puis surtout de te proposer, de t'amener à investir ton champ d'intérêt, je trouve ça, et de le partager aux autres, franchement, je trouve ça incroyable. J'ai eu énormément de chance, même au niveau professionnel. C'est-à-dire que mes centres d'intérêt, c'est l'informatique. Quand j'ai fait mes études, donc beaucoup plus tard, donc au niveau universitaire, je m'intéressais donc aux mathématiques et aux sciences physiques. Donc j'ai fini en Doc A, maths fonda, mais sans savoir vraiment la débouchée du truc. C'est des études pour faire des études sur des maths. Et là, j'ai eu un coup de chance extraordinaire, c'est que la chambre d'à côté, où je logeais, il y avait un étudiant qui faisait donc un IUT, donc là c'était en l'occurrence à Poitiers. Il faisait ce qu'on appelle la troisième année, c'est le DET Sup, c'est une année quasiment entièrement en entreprise.
À cette époque-là, c'était nouveau. C'est-à-dire que maintenant, les IUT ont une grosse relation avec l'entreprise, mais à l'époque, le fait d'avoir une troisième année, parce que l'IUT, c'était en 2 ans, supplémentaire avec, on va dire, un mi-temps entreprise, c'était vraiment la spécificité de Poitiers. Et il était dans l'entreprise, donc il y avait du matériel. Donc à l'époque, c'était de l'Atari, parce que les PC étaient très textes, et les Atari permettaient de faire du graphics ou autre. Et les informaticiens de cette boîte-là ne maîtrisaient pas ces machines-là. C'est-à-dire, ils étaient plus IBM PC, Logic DOS, etc. Et les Atari, le GEM, enfin le langage de ces machines-là, le graphisme, c'était pas trop leur tasse de thé. Et à cette époque, j'avais ce type d'équipement. Et donc, lui, qui faisait donc son année d'études dans cette entreprise-là, dit ah bah tiens, j'ai un camarade qui est juste à côté, qui connaît cet équipement-là, qui pourrait peut-être venir brancher, vous aider, etc. J'y suis allé. J'ai commencé à faire des contrats freelance, c'est-à-dire que la société a dit bah, on va te rémunérer pour ce que tu fais. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à aller beaucoup moins à l'université et beaucoup plus dans cette entreprise-là. Ce qui fait que l'université, donc j'ai commencé à avoir des bons revenus aussi à l'époque, donc j'étais un petit peu, on va dire, la fête et l'ami de tout le monde, parce que quand on a un peu d'argent, qu'on est étudiant, ben forcément on a beaucoup d'amis. Et au niveau de l'université, on m'a dit bah, vous êtes gentil, mais vous avez un revenu, une activité, on va dire salariée assez importante, je peux pas garder le statut d'étudiant. Donc je me suis fait jeter de l'université par une personne que vous citer aussi, qui s'appelle Madame Page, très sympathique cette brave dame. Et donc, je me suis salarié, donc une entreprise qui s'appelait, parce qu'elle n'existe plus, la CIREP, à Poitiers. Et alors, ce qui est assez anecdotique, c'est que cette société-là faisait beaucoup, on va dire, d'automatisme, d'informatique industrielle. Donc, travaillait pour des sociétés comme Schulberger, pour faire des compteurs électriques ou autres, ou en automatisme pour des sociétés qui installent des systèmes de chauffage, ou elle installait, on va dire, des ordinateurs, des calculateurs pour l'université. Et le gag veut que cette société-là avait un contrat avec l'université, qu'une de mes premières missions en tant que salarié dans cette société-là, c'était de revenir dans les locaux de l'université qui m'avaient évincé du fait que j'ai exigé pour installer des équipements informatiques. C'était assez. Donc, j'ai recroisé cette fameuse personne qui manageait les DUG, qui m'avait évincé, mais comme, on va dire, prestataire. Donc, c'était assez anecdotique. Et là, alors, c'est un coup de chance. C'est-à-dire que je n'ai pas postulé sur ce type de poste, il y avait quelqu'un à côté qui m'a mis en relation, et ça fait comme ça, quoi. Tu sais, beaucoup de gens disent oui, j'ai quand même traversé toute ma vie, on ne s'est pas rendu compte que j'étais TSA ou que j'étais TDAH. Et c'est vrai que si, par exemple, aujourd'hui, on peut être plus ou moins isolé ou reconnaître ses particularités et dire en fait qu'on n'a pas envie de vivre des événements où il y a beaucoup de monde, d'aller là où il y a la foule, de se retrouver dans un bureau avec des collègues, tout ça, on n'a pas envie de le faire. Et en fait, on peut avoir des passages dans la vie où on est entouré de personnes. On peut avoir des passages dans la vie où on a une vie sociale, en fait. Là, on va dire, il y a une succession au niveau professionnel de hasard. Et en fait, on a des difficultés relationnelles du fait de la fatigue, de l'irritabilité, du manque de sommeil, etc. Où finalement, j'ai eu des enfants, on va dire, qui sont également, entre guillemets, précoces, mais j'aime pas trop qui ont eu des facilités, qui ont été diagnostiqués, détectés comme tels, ou dans le cadre, on va dire, de leur accompagnement au niveau psychologue scolaire, les psychologues ont dit, ça serait peut-être une mauvaise idée que le papa consulte, etc. Et pour moi, on va dire, tout ce qui était psychologique ou autre, etc., c'était pas grosse confiance dans ce genre de choses. Depuis mes 30 ans, on me dit ça serait peut-être pas une mauvaise idée d'aller consulter ou autre. Et j'ai toujours mis ça de côté, parce que ça fonctionnait bien. Je pensais que ça fonctionnait bien, jusqu'à ce que, on va dire, j'arrive à 54 ans, où, en fait, les proches me disent, bon, il faut arrêter les bêtises, je ne vais pas dire un autre mot. Pour nous, c'est compliqué, et on va dire, si tu nous aimes et autres, etc. Enfin, je veux dire, si tu es dans la relation et que la relation d'importance pour toi, il faut peut-être que tu t'interroges sur ton fonctionnement et que tu ailles peut-être te faire aider par rapport à certains points. C'est la première fois que j'ai un témoignage qui appuie sur le fait que nous, des fois, on n'est pas forcément au courant des problèmes que l'on a. On pense que tout va bien. C'est souvent le cas aussi pour les enfants quand ils sont entourés d'une famille compréhensive, qui est bienveillante. Et puis quand ils sont entourés aussi de professeurs qui sont bienveillants ou d'un entourage ou que le système social fait que c'est pas trop dur pour eux. Ces personnes, ces enfants, ces adultes évoluent dans la vie sans penser forcément qu'elles ont un trouble, en fait. Ouais. Et elles ne se rendent pas compte, en fait, entre guillemets, des difficultés qu'elles génèrent dans leur entourage, comment l'entourage est obligé de compenser ou est obligé de s'habituer à leur mode de fonctionnement. Et ce n'est pas évident pour l'entourage, effectivement. Tu as entièrement raison. Enfin, c'est la première fois que j'entends un témoignage précis qui explique ça très bien. Je donne un exemple tout bête. Donc, j'ai eu des enfants d'un premier mariage. J'ai divorcé parce que ça ne fonctionnait pas du tout. Donc, je me suis remarié. Et la personne avec qui je vis est dans le domaine de l'enseignement. Donc, elle a des enfants qui ont ce type de comportement ou autre. Ils sont habitués, eux, à faire intervenir le psychologue scolaire ou à faire des signalements quand vraiment ça ne va pas et autres. Et donc, elle m'a dit, écoute, tu as vraiment un profil ou un fonctionnement que je reconnais similaire à certains des enfants qui sont suivis.
Et l'autre problématique par rapport à la notion d'isolement aussi, c'est que moi, l'isolement va très bien, ça me permet de travailler sur mes sujets. Par contre, mon épouse, elle a de la famille, elle a besoin de voir, je sais pas, moi, ses frères, elle a besoin d'être en relation avec eux. Et comme ça devient, on va dire, quand je suis présent, plus ou moins compliqué par rapport à ça, ou du fait elle se retrouve à gérer des situations qu'elle a pas initiées ou qu'elle aimerait ne pas avoir à gérer, elle limite ses propres interactions sociales par rapport aux autres et ça devient compliqué pour elle, donc elle en souffre. Nous étions arrivés sur un point où ça devenait très compliqué, quoi. Ce qui m'a amené finalement à rechercher. Alors, l'idée du TSA, c'est à partir de là, enfin, les personnes me considérant, on va dire, très pointues sur mes sujets. Et cet isolement, on va dire, il y a des séries qui sont arrivées à la télévision, style Sheldon et autres, où je me suis bien fait moquer ou bâcher, etc., par rapport à certaines similitudes ou des démarrages. Excellent, moi, j'aurais bien aimé qu'on m'appelle Sheldon aussi, moi, personnellement. Moi, on gère par rapport à ça, ou les toc, ou aller vérifier des portes, ou des machins comme ça. Bon, j'ai ce genre de choses, quoi. Donc là, force de par les faits, on va dire, force de constater qu'effectivement, il y avait un problème. Et donc, j'ai recherché. Alors, plutôt au départ, je me disais, tiens, je dois avoir un TSA. Donc, j'ai cherché Internet, etc. Un psychiatre, alors spécialisé, je ne sais pas si c'est spécialisé, mais on va dire qui avait plus d'écho, on va dire, par rapport aux associations autres sur des domaines de TSA autres. Donc, je me suis retrouvé à consulter donc, le 5 mai 2023 par rapport à ça. Finalement, j'ai dû passer à peu près 1 heure, 1 heure et quart, donc, parce qu'il est le spécimen intéressé, on va dire. Et je suis reparti avec lui était convaincu que j'avais un TSA, c'est-à-dire que je suis reparti sur la problématique de je suis autiste, je suis comme ça, j'en suis pas coupable, etc. Donc avec, on va dire, la phrase à répéter pour se dire par un méthode Coué, je suis comme ça, c'est pas une culpabilité, c'est pas un problème par rapport à ça, ça peut se vivre, enfin bon, voilà. Et qui m'a envoyé direct chez un neuropsy, enfin une consultation neuropsy, pour identifier, on va dire, les plus et les moins, donc les hypersensibilités, les hyposensibilités et autres. Et pour lui, bon, c'était acquis que c'était du TSA. Donc derrière, alors pareil, gros problème pour arriver sur un rendez-vous neuropsy, parce que les neuropsy qui font de l'adulte, il n'y en a pas tant que ça. Ouais, donc il faut attendre un an. Je vais en ai trouvé une en l'occurrence sur une ville à proximité qui s'appelle, qui est Nantes. Pour avoir un rendez-vous, c'était assez compliqué. Après, derrière, faut 2 jours en fait. Il y a 2 jours de test et autres, donc ça, j'ai pas trop prévu ça dans mon planning. Et je me suis retrouvé à avoir ça un lundi, un mardi, sachant que le dimanche, j'emmenais mes enfants à la Japan Expo. Donc, le week-end. Donc, c'était samedi, dimanche, Japan Expo. Le lundi, donc une rentrée dans la nuit du dimanche au lundi. Et le lundi matin, 8h, il y avait cette histoire de neuropsy. Alors, j'étais pas, quand j'ai orienté test ou autre, parce que je savais pas du tout comment ça allait se passer, cette chose-là. Donc, rencontre avec le neuropsy. Alors, en fait, il n'y en avait pas un, il y en avait 2, parce qu'en fait, il y en a un qui fait passer les tests et un deuxième qui est un observateur, on va dire, pour voir comment la personne se comporte et autres. Okay. Et là, on m'a dit, il y a des tests à passer, mais on ne m'a pas parlé ni de TSA, ni d'HP, ni rien du tout, différents tests, je ne sais même pas ce que j'ai passé. Assez fatigant, les tests, quand même. Et je suis parti la première journée, j'ai tout foiré, je suis un gros nul, c'est n'importe quoi. Deuxième journée de test, pareil. Et après, elle me dit, je vais faire le bilan et je vais vous contacter. Donc, les tests, j'ai passé en juillet. Il y a eu les vacances, il a fallu que j'attende le mois de septembre pour avoir les résultats. Et c'est très très long, d'attendre parce que il y a toutes les interrogations autres. Finalement, au mois de septembre, j'ai donc la neuropsy qui m'appelle et qui me dit voilà, on va débriefer ça. Ça serait bien que vous veniez avec votre épouse. Alors, mon épouse déjà, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Pourquoi? Moi, qu'est-ce qu'elle va annoncer? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bon, finalement, j'y vais avec mon épouse. Donc voilà, elle nous reçoit. Et mon épouse, elle dit t'es HPI, je suis sûr que t'es HPI, j'ai dit non, je suis pas HPI, j'ai du TSA, etc. Elle dit ok, on fait la truc suivante. Elle dit si t'es pas HPI, donc tu perds ton pari, tu vas me devoir un restaurant tous les mois pendant 1 année. Je dis ok, vendu, restaurant tous les mois. Nous y sommes allés. Et là, le neuropsy expliquait, Jean-Marc est quelqu'un d'agréable, ça s'est bien passé, bon relationnel. Et lors des tests, en fait, on a remarqué qu'il avait bien performé, qu'il avait même très très bien performé, même qu'il avait très très bien. Et là, ma femme a un sourire qui commence à arriver sur le visage. Le neuropsy me dit pourquoi? Donc elle explique, on a fait un pari et tout. Donc elle dit alors il est ou il est pas? Elle dit oui, forcément il l'est quoi. Donc voilà, c'est ainsi que mon épouse a gagné une année de restaurant. Voilà. Et donc là, suite à ce rendez-vous, donc le 21, je suis parti avec la première étiquette de THPI. Ok. Et après, donc on est rentré. Donc alors moi, j'étais, on va dire, dans l'embarras parce que dans ma tête, j'étais parti sur du TSA. Le ou la neuropsychologue, à ce moment-là, t'as pas dit
vous avez un TSA, mais vous avez un THPI aussi. Non. Non, elle est restée figée, bloquée. Elle m'a dit voilà, c'est du HP, point. Donc tous tes problèmes, c'était du HPI, quoi. Bah, pour elle, au test neuropsy, c'était HP. Elle n'a pas parlé de problème. Elle a juste dit, voilà, le bilan neuro. Difficulté de relations sociales par rapport aux autres, etc., que c'était lié à ça. Ah, elle t'a dit précisément que les difficultés de relations sociales par rapport aux autres, c'était lié à ça. C'est parce que j'avais un niveau de fonctionnement, une vitesse de fonctionnement haute qui différait des autres, donc du coup, j'avais du mal à accrocher les wagons. D'accord, en gros, c'est dingue. Par contre, par rapport à ça, moi j'ai autorisé le psychiatre et le neuropsy à communiquer. Donc ils ont échangé des documents et autres. Et derrière, j'avais un rendez-vous donc chez le psychiatre. Donc je suis arrivé chez le psychiatre. Donc le psychiatre m'a dit bon bah le HP, bah ok, il est dans le dossier, il est sorti. De manière le test, vous avez passé un test. Alors là, je dis ah bon, j'ai passé un test pour ça. Ok, donc ça j'ai découvert qu'il y a la WISE, machin, etc. Et il m'a dit le test, moi il y a un chiffre qui sort. Puis voilà, donc il n'y a pas à discuter autre. C'est mesuré. Ok. Par contre, sur les problèmes sociaux ou autres, etc., ça m'interroge. Je ne pense pas que ça exprime tout. Donc, je vais vous orienter vers une psychologue spécialisée en TCC pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau TCC par rapport à ça. Donc, du coup, j'ai pris un rendez-vous avec un psychothérapeute de la TCC. Donc, les trois se sont mis en relation. Donc là, j'avais... Mais attends, excuse-moi, je te recoupe parce que c'est super intéressant. C'est vraiment emblématique de ce que vivent beaucoup de gens. Donc, tu as d'un côté un psychiatre qui au départ avait parlé de TSA. Tout à fait. Et qui m'a fait répéter X fois, je suis autiste, pas coupable, etc., etc. Tu vas chez un neuropsychologue qui, elle, te dit, c'est le THPI. Le psychiatre prend rendez-vous contacte la neuropsychologue. Ensuite, il te recontacte et il te dit, je ne pense pas que tous vos problèmes soient dus au THPI, mais il ne te reparle plus de TSA. Il ne me reparle plus de TSA, mais il m'oriente pour de la TCC. Il ne te parle plus de TSA, il t'oriente pour la TCC uniquement pour le THPI. En te disant, les problèmes, oui, pour les problèmes relationnels. D'accord, ok. Ouais. Oh, c'est dingue. Mais vas-y, continue, c'est super intéressant. Donc, ensuite, j'arrive donc chez la psychologue, psychothérapeute TCC. Là, on a fait un rendez-vous de TCC parce qu'elle m'a dit, non, mais vous êtes gentil, mon garçon, mais TDAH, mais sur garantie. Donc, elle avait les tests. Donc, elle a dit les tests. Alors, effectivement, les tests. Il y a la WISE, effectivement, qui est très élevée. C'est comme ça. Il y a dit à côté, il y a des tests de A pointé, la figure de je ne sais plus quoi qu'il faut reproduire, etc. Enfin, tout le test des courses et autres. On me dit, bah là, ça se voit. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas bon. Puis sur votre fonctionnement, en fait, on parle de... Alors, c'est là où je suis d'accord sur la notion de TDAH, c'est très, très mal nommé. Parce qu'on parle de troubles d'attention ou hyperactivité. Moi, le TDAH, chez moi, c'est plus un trouble de l'inhibition. C'est-à-dire, j'ai un truc qui m'intéresse, je fonce. J'ai un truc en boutique d'informatique qui me branche, je dépense. J'ai un truc à dire à quelqu'un qui m'ennuie un peu, je le dis. Enfin, j'ai pas de filtrage, j'ai pas de. Parce que c'est vrai que en fait, les trois composantes du TDAH pour l'instant officiellement, c'est quand même hyperactivité, inattention, mais impulsivité aussi. Impulsivité étant le troisième. Et c'est vrai que l'impulsivité, c'est super important dans le TDAH. Et donc moi, on va dire le gros problème, c'est surtout ça. Je pars dans tous les sens. C'est vraiment un problème lié. Oui, mais en fait, c'est ça qui est fascinant, c'est que comparé à moi et à d'autres personnes à qui j'ai parlé, en fait, j'ai l'impression que tu pars dans tous les sens, mais c'est toujours tout droit. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne suis pas psychologue, il ne faut pas oublier. Hein, c'est juste moi, quand je compare toi avec d'autres personnes que j'ai interrogées, et surtout quand je me compare à moi, quand je pars dans tous les sens, je pars dans tous les sens. Toi, tu pars dans tous les sens, mais ça va tout droit. Et ça récupère très facilement le chemin que tu prenais au départ. Je ne sais pas si j'arrive bien à m'exprimer. Je ne sais pas si d'autres personnes t'ont fait cette remarque, en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment... D'abord, c'est super rapide. On a l'impression que tu vas partir dans tous les sens comme moi, c'est-à-dire que je vais dire n'importe quoi, puis après je vais dire « je vais m'arrêter, tout ça ». Mais non, en fait, tu vas droit et ça correspond. Je veux dire, il n'y a pas de perte, si tu veux. Il n'y a pas de perte d'infos. L'écho que j'ai par rapport à ça, en fait, ce qui me sauve, c'est le THPI. C'est-à-dire que les problématiques d'attention haute au niveau scolaire, j'étais pas attentif, j'étais assez turbulent, etc. Mais j'avais des super bonnes notes, sauf en discipline, parce que le THPI permettait à la première énonciation, on va dire, de la notion à prendre, ça y est, elle était assimilée, je voyais comment ça fonctionnait, et derrière, j'allais embêter tous mes petits camarades qui, eux, n'avaient pas forcément compris, quoi. Donc, on continue. Donc, tu fais la TCC, elle te dit TDAH. Ouais, alors là, j'ai même accroché, hein, j'ai deux tableaux derrière, j'ai son document, etc. TDAH avec HP, machin. Donc, il faut que je me limite sur les pensées hypothétiques parce que j'ai tendance à partir dans des arborescences de raisonnement ou autre. Donc, du coup, je suis un anxieux parce que quoi qu'on fasse, il y a tout un tas enfin, dire quelque chose qui fonctionne, c'est un miracle. Tellement il y a de possibilités et d'événements extérieurs qui peuvent venir influer pour que ça foire.
Donc, dans l'informatique, on connaît beaucoup ça, en fait. Parce que souvent, ça part pas forcément comme attendu autre. Il faut gérer tous les cas. Et donc là, dans ce domaine-là, je suis pas trop mauvais, on va dire, parce que comme justement, j'aborde toutes ces problématiques de tout ce qui peut foirer, quand je livre quelque chose, ça fonctionne, on va dire, dans l'ensemble des cas que j'ai vu, il y en a beaucoup plus, on va dire, qu'attendu. Donc, on va dire, au niveau qualité, autre, c'est assez intéressant. Après, quand je vais fouiller dans des domaines, je vais vraiment attaquer tout un tas de spectres, ce qui fait que dans mon domaine, au niveau recherche, c'est intéressant. Et même chose que me disait le psychiatre, c'est qu'en fait, si je suis fini en ingénieur recherche et développement, c'est pas le hasard non plus, parce que je pouvais pas faire autre chose. Ça correspondait à l'expression de ma personne. Donc, après, par rapport à toi, quelque part, l'anxiété, c'est bénéfique. Tout à fait. C'est-à-dire par rapport à ça, c'est-à-dire contrôler 2 fois que oui, par rapport à ça, évidemment. Alors là, j'ai une technique qui est très sympathique, que m'a expliqué justement en TCC, c'est assez sympa. C'est-à-dire que je fais le transfert de mon angoisse maintenant. C'est-à-dire que quand on part avec mon épouse et que je demande, tiens, est-ce que tu as fermé, je sais pas, l'eau ou la porte, etc. J'ai plus moi demander, je lui demande, elle, est-ce que tu as fermé? Donc du coup, ça devient son problème d'aller vérifier ou pas. Ça marche très très bien. Ça, c'est pas gentil. C'est pas gentil, ça. Ça transfère. Donc après, on est déchargé, on l'a exprimé, c'est sorti. Et l'autre qui l'en fait, c'est pas sympa, mais c'est son problème. Et alors, est-ce que tous ces spécialistes ont réussi à se réunir et faire un consensus? Alors, on en vient. Donc la TCC, suite à la TCC, je reviens donc au niveau bilan avec le psychiatre. Donc le psychiatre, au final, la THPI était validé dès le début, donc ça n'en parle plus. Le TDAH, donc il a validé également. De par les autres éléments également en neuropsy, c'est-à-dire qu'en fait, le THP était tellement prédominant dans la du temps, on va dire. Il y a un aspect c'est par rapport au pourcentage de la population, je ne sais plus, il y a 2% CHP, enfin, etc. Donc j'étais tellement parti, on va dire, éloigné de la norme, que pour eux, c'était le truc flagrant. Ça brillait dans les tests. Mais il y avait également les autres tests qui, quand on regarde vis-à-vis d'un TDAH, correspondent effectivement, ça s'était exprimé en fait. La mesure QI était tellement délirante que la neuropsy a focalisé là-dessus. Et après, derrière, sur les TSA, la problématique, c'est que je suis vieux. D'après ce que j'ai compris, au niveau TSA, pour que ce soit qualifié d'autisme, je crois qu'il faut 2 contextes où ça. Oui, il y a les 2 gros trucs. Voilà, un accompagnement ou autre. Et moi, ce qui me sauve, c'est le HP, où je peux ressaisir des trucs, etc. Et qui vient compenser, on va dire, certaines difficultés. Donc derrière, je n'ai pas la qualification autiste. Par contre, j'ai bien des TSA, des troubles du spectre autistique, donc qui sont la non-réciprocité socio-émotionnelle. Donc, je sais pas, il y a un repas de Noël et les gens, ils ouvrent les cadeaux, ils sont youpi, etc. Et moi, ok. Après, il peut y avoir un fait. Alors, je sais pas, moi, quelqu'un qui se blesse ou quelqu'un qui se fait renverser ou autre. Ou là, j'ai laisse actuel, c'est-à-dire, je vais peut-être aider la personne à se relever ou autre, ou je vais peut-être agir pour corriger la situation, mais je vais pas forcément avoir d'émotion associée à ça. Ce qui fait que quand il y a une catastrophe, alors même au niveau boulot, on va dire qu'il y a une grosse problématique technique, etc., tout le monde va courir les bras au ciel, ah mon Dieu, ça brûle, ou il y a le feu, ou il y a le problème, etc. Je vais être factuel, c'est-à-dire je vais mettre en branle ce qu'il faut pour corriger la problématique, mais sans, on va dire, charge émotionnelle, sans tristesse, gaieté ou affect par rapport à ça, quoi. Alors, il paraît que c'est aussi, alors je l'ai appris, mais c'est à vérifier par rapport aux études, il paraît que c'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez des TDAH aussi, ça. Pas la non-réciprocité, mais le fait d'être calme. En fait, les TDAH, ils peuvent partir dans tous les sens, dans des trucs normaux. Et puis, quand il y a quelque chose d'important, vraiment important, une question de vie ou de mort, un accident ou un truc comme ça, ils se retrouvent calmes et à gérer le truc de manière très, très posée. Donc, ce qui est fascinant, c'est que toi, tu penses que grâce à l'expression du THPI, plus peut-être le TDAH, on ne voit pas trop ton TSA. C'est comme ça que ça m'a été expliqué. Alors après TSA, donc la non-réciprocité, chez moi, ça va être avec mes enfants. Hein. Je sais pas, il y a une fête d'école, les gamins s'éclatent et moi je suis de marbre, quoi. Donc ça crée des problématiques pour vivre, on va dire, un événement qui soit familial ou autre, de la même manière. Puis les intérêts restreints aussi. Voilà, les intérêts restreints, linguistiques, informatiques et autres. Donc là, en gros, mes 200 d'intérêt depuis, on va dire, 2016, c'est le Tokipona et Pico8, qui est une plateforme de développement où je suis vraiment focus. Mais j'ai créé une asso, j'anime des conférences, à Cergy Pontoise, je l'enseigne. Enfin, je veux dire, voilà, quoi. Donc, je suis vraiment très, très loin et très, très rapidement dans ces domaines-là, quoi. Donc ça, c'est les intérêts spécifiques. Ensuite, il y a les hypersensibilités, c'est-à-dire que je peux être hypersensible à la lumière et au bruit. Donc, j'ai un truc merveilleux là, enfin, on va pas citer la marque, mais qui, surtout au niveau son, des bouchons qui permettent de mettre moins 30 dB, et ça m'aide beaucoup. Et par rapport à ça aussi, j'ai tout un tas d'aménagements, c'est-à-dire que j'ai une entreprise qui est très sympathique avec moi. Donc, quand il y a eu le Covid, on va dire, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en télétravail. Moi, j'avais déjà des journées précédemment de télétravail, parce que comme j'ai une activité, on va dire, en 4/5e pour cette entreprise-là, puis tout un tas d'autres activités à côté, qui me permettaient de rester à mon domicile, ce qui me permettait de gagner le temps de trajet pour faire autre chose.
mais occasionnellement. Et la suite, à la période Covid, il y a beaucoup plus de gens. Donc après, là, les personnes sont revenues dans les locaux au moins une journée par semaine. Et moi, je déroge la règle. En fait, du coup, ça m'a mis en télétravail complet, full télétravail. Parce que justement, le fait d'être dans un environnement qui est en plus un open space, avec d'autres personnes qui bougent, qui circulent, enfin pas de façon coordonnée ou autre, me pose beaucoup de problèmes. Donc on va dire j'ai un emploi et une société qui m'accueille et qui me permet de travailler à 100% chez moi, qui est assez libre sur mes horaires ou autres. C'est-à-dire que, on va dire, si je sais pas, moi j'ai une idée à 9h30, je me connecte à 9h30 pour dérouler le truc, 9h30, 11h. Le lendemain matin, je sais pas, moi je me connecte, je vais à la réunion un peu plus tard, c'est pas un problème. Donc j'ai énormément de souplesse de la part de mon employeur par rapport à ça. Donc tout ça, tu l'as appris en 2023. Oui. À partir de ça, qu'est-ce j'ai que tu en cherché as à fait? trouver des personnes de situations similaires pour échanger avec elles. Donc j'ai commencé à chercher sur Facebook. J'ai trouvé un groupe tous testés, HPI tous testés, etc. J'ai commencé à échanger des personnes. Et là, j'ai trouvé une parole très libre et très ouverte. On va dire, les membres du groupe sont filtrés. Dans les 4-5 jours suite à mon inscription, j'ai eu au téléphone, pas sur Facebook, des personnes qui se posaient des questions par rapport au cheminement ou qui m'en apportaient des réponses, etc. Donc j'ai eu énormément d'échanges par rapport à ça. Dans ce cadre-là, j'ai rencontré des personnes qui étaient inscrites chez Mensa. Donc, je suis allé frapper chez Mensa. Il y a des activités de socialisation, on va dire, ou culturelles ou autres, entre personnes avec des hauts QI. Et au miracle, ça se passe très très bien. Alors après, j'en ai entendu, on va dire, des critiques autres. Je parle de mon vécu. Je suis au niveau Mensa PLO, Pays de Loire. Pour moi, c'était formidable. Ça me permet d'avoir des moments de décompression, c'est-à-dire d'être au milieu d'un groupe qui n'est pas jugeant déjà, et par rapport au fonctionnement qui fonctionne comme moi. Et la question se pose pas. Enfin, il n'y a pas de est-ce que je dis ça, est-ce que la personne, comment elle va le prendre, on s'en fiche. Je veux dire, l'info sort. Quelqu'un qui, je sais pas moi, par exemple, me contredit ou autre, elle m'amène une autre information, ça m'intéresse, ça m'enrichit. Je vais pas être fâché du fait qu'elle m'ait contredit. Et même chose pour les autres. C'est-à-dire qu'on va dire tout échange, même si la personne est dans l'opposition, amène un enrichissement, une information. Enfin, c'est un mode de fonctionnement. Que, on va dire, en vie courante, si j'ai un collègue qui a fait quelque chose de travers, et que je lui dis, là, tu t'es planté, il faut faire ça, bizarrement, il va me faire la tronche, quoi. Il va pas vouloir... Oui, mais alors, avec ton esprit d'analyse et puis ton certain esprit critique, tu sais bien que, en théorie, on évolue dans une famille et dans un environnement professionnel, si on s'en est bien sorti, qui plus ou moins est proche de nos caractéristiques. Donc, en théorie, je pense que ta femme, et je pense que beaucoup de tes collègues doivent être eux aussi sur le spectre. Alors après, ça dépend. Si tu es à 160, c'est sûr que même s'ils sont à 130, ça fait quand même une sacrée différence, je trouve, au niveau du QI. Mais bon, et est-ce que tu penses que, en fait, les gens qui se retrouvent à Mensa, c'est en plus de leur THPI ou de leur HPI, ils ont quelque chose en plus comme du TSA ou du TDAH, ou c'est juste parce que le fait que tout le monde se retrouve et qu'il n'y a pas justement, il n'y a plus cette histoire de est-ce que tu es intelligent, pas intelligent, est-ce que tu as passé le test, est-ce que tu penses que c'est là où ça libère la parole, un peu comme dans le groupe Facebook HPI testé uniquement justement? Moi, je dirais Mensa, enfin le point de vue que j'en ai, je pense que c'est biaisé, parce que les gens qui sont dedans, déjà, c'est forcément des gens qui ont été testés. Et des gens qui sont HP ou HPI, etc., s'il n'y a que ça, je pense pas que ça constitue, enfin, ça peut constituer des difficultés dans la vie, mais pas au stade où je les vis. Donc, il y en a beaucoup de membres, je pense, de Mensa, qui ont, entre guillemets, parce que j'aime pas le terme non plus, des comorbidités, c'est-à-dire qui ont du TSA ou qui ont du TDAH. Et Mensa organise des activités, par exemple, sur plusieurs jours, c'est-à-dire les UDT, les études d'hiver, etc. Et dans ce cadre-là, donc, forcément, je suis intéressé, j'y suis allé, et j'ai rencontré des personnes, une personne qui avait sur 55 présents, en gros, qui avait exactement le même type de profil que moi. C'est-à-dire qu'elle avait et l'HP, et le TDAH, et des trucs aussi. Et alors, c'est rigolo, parce qu'au début, pour briser la glace, comme personne, enfin, sauf ceux qui sont membres depuis longtemps, mais moi, on va dire, je suis rentré, je suis un jeune, briser la glace, ils font des petits groupes de 4-5 personnes avec des petits jeux pour animer. Et alors là, c'est vraiment le hasard, c'est-à-dire que, on va dire, il y avait une personne qui avait du TSA, une personne qui avait le TDAH, enfin, une personne autiste reconnue, on va dire, je ne sais pas parler de TSA, autiste reconnue, une personne comme moi qui avait donc le TDAH, THPI et des troubles du spectre autistique, et moi, et dinguerie, sur 55 personnes, il y a des groupes de 7, où je suis dedans, et on est les 3 dedans, quoi. Donc j'ai dit, c'est pas possible, on se renifle, enfin, il y a un truc, quoi. Mais oui, je pense qu'on se renifle, effectivement. Et donc, par rapport à ça, pouvoir échanger, c'est intéressant. Après, sur des activités, ce qui est intéressant aussi, c'est que mon épouse m'accompagnait, parce que on peut avoir des invités dans le cadre des activités Mensa, donc elle m'accompagnait sur un séjour. Et je pense que ça nous a beaucoup aidé, parce qu'elle a compris. C'est-à-dire qu'elle, en société générale, ça se passe très bien, et c'est moi qui ai le décalage, on va dire ça comme ça, ou qui suis décalé. Je ne sais pas comment on peut qualifier la chose. Oui. Et là, dans ce cadre-là, vis-à-vis du mode de fonctionnement, etc., on va dire, grosso modo, on avait tous le même mode de fonctionnement. Dans les invités, il y en a quelques-uns qui étaient en cours du diagnostic ou autre, et assez peu, finalement, qui soit ont été testés et ne sont pas, soit des personnes sont étrangères totalement
à ces notions-là. Et mon épouse a vécu, on va dire, je crois qu'on est resté quoi, c'était 3-4 jours, ce décalage-là. Donc ça lui a permis, de percevoir les difficultés ou d'avoir au moins une idée plus précise des difficultés que je peux avoir dans un groupe vis-à-vis de ce décalage-là. Alors, je ne parlerai pas de plus ou de moins, c'est juste d'avoir un mode de fonctionnement distinct, quoi. De ne pas être on va dire, il y a la même musique et il y a une personne qui est à contre-temps. Tout à l'heure, on a félicité le directeur de ton collège, là, ou de ton lycée. Je tiens à féliciter ton épouse pour son ouverture d'esprit et pour vivre avec toi. Sachant que le groupe est quand même bienveillant et accueillant par rapport au... Oui. Mais c'est vrai que moi, je ne fais pas partie de ces personnes qui... Alors, ça ne plaît pas, ce genre de discours, mais je ne fais pas partie de ces personnes qui disent qu'il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui est HPI, THPI et quelqu'un qui aurait, entre guillemets, 100. Parce que pour moi, effectivement, il n'y a pas de différence du point de vue de la personnalité. Une personne qui a 100 de QI et qui a une personnalité extravertie et qui a un TDAH, elle peut avoir beaucoup de points communs avec une personne qui a 130 ou 145 et qui a aussi une personnalité extravertie et qui a un TDAH. Ça, c'est sûr et certain, je ne dis pas le contraire. Mais par contre, je pense qu'une personne qui a 145 de QI, par rapport à une personne qui a 100, a un cerveau vachement plus puissant, vachement plus rapide, qui fait des connexions plus aisément, et plus rapidement et plus puissamment. Et donc forcément, je pense, mais voilà, c'est mon avis, qu'il y a quelque part un décalage s'il y a une personne qui a 145 entourée de 10 personnes qui ont 100, par exemple. Ou une personne qui a 100 entourée de 10 personnes qui ont 145. Je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, je pense aussi, donc on va dire, je le vis en population générale, on va dire, au quotidien. Et là, ça a permis à mon épouse, sur un court séjour, on va dire, alors, c'était pas l'objectif, hein. C'était comme ça. C'est pas moi qui lui ai demandé, ou c'est elle qui m'a dit vraiment de sentir un malaise ou un décalage, enfin, ressentir cette notion-là, comprendre plus ou moins les difficultés que je peux avoir au quotidien, quoi. Est-ce que tu arrives à faire la part, toi, de ce qui est du TSA, du TDAH, peut-être du THPI, j'en sais rien, mais en tout cas, est-ce que tu arrives à faire la part entre le TSA et le TDAH? Est-ce que tu vois un conflit des fois entre ta personnalité TSA ou ta personnalité TDAH? Non, franchement, je suis qui je suis. Je suis pas mon centre d'intérêt, franchement. S'il a fallu attendre, on va dire 54 balais, enfin pour la moitié du truc, et que j'accepte d'y aller, c'est pas mon centre d'intérêt. Moi, c'est le développement informatique, le langage, etc. Qui je suis, si j'ai mangé, si j'ai bu, si je suis mal habillé, bien habillé, etc. Mais je m'en fiche totalement, quoi. La manière dont je me vêtis le matin, c'est j'ai un tiroir pour les chaussettes, un tiroir pour le slip, un tiroir pour les t-shirts et les pantalons. C'est genre, je pioche un truc à droite, je pioche un truc à gauche et puis j'y vais, etc. C'est que parfois mon épouse va me faire, oh là là, les rayures, les poils, les machins, mais qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Fais un petit effort, on va voir machin X ou Y ou change-moi ça, quoi. Mais c'est pas donc je ne suis pas mon propre centre d'intérêt, clairement. C'est pas l'objet. Okay. Donc après, derrière, je vis ce que je vis. Faire le tri. Alors, pour on va dire, la partie non-réciprocité socio-émotionnelle, les intérêts spécifiques, etc., ils existent, ils sont là. Donc ça, effectivement, pour moi, ils sont identifiés comme tels, mais je pense, ok, d'accord, c'est tout. Donc quand je me mets dans mon activité, je m'isole. Par contre, le TDAH aussi, quand ça nous nourrit, c'est pareil, on est focus sur le truc et on est à fond. Donc ça se chevauche un peu. Moi, je verrais ça plus comme des couleurs, c'est-à-dire qu'on va dire, il y a les couleurs primaires, le rouge, le jaune, le bleu, puis ça se mélange, on a les couleurs intermédiaires au milieu. Et je pense que j'ai tout ça, en fait, le THPI, le TDAH, les TS, etc. J'ai un mélange, un multipote au milieu, donc moi je dois être marron, je sais pas quoi, enfin un truc qui se mélange tout bizarre au milieu, mais dire que c'est teinté plus d'un côté ou de l'autre, je pense que j'en suis absolument incapable. Depuis que tu as eu ces diagnostics-là, enfin ces diagnostics, pas le diagnostic pour le HPI puisque c'est pas un diagnostic, mais depuis que tu as eu l'identification THPI et les deux diagnostics, est-ce qu'ensuite tu en as parlé justement à ton entourage professionnel et à ton entourage familial? Est-ce que ça a changé quelque chose? J'étais très open parce que j'étais pas chaud pour y aller au départ, donc on va dire c'est plus l'entourage qui m'a poussé. Donc l'entourage était très dans le questionnement du retour de la chose, donc on va dire le vécu, les retours, etc. au quotidien par rapport à l'évolution du diagnostic ou autre. C'est pour ça que l'entourage était surpris au départ, parce qu'il dit ouais, on parle TSA, on parle THPI, on parle TDAH, on parle machin, ça part dans tous les sens. Donc cette errance, cette construction a été accompagnée par l'entourage. Il n'y a pas j'ai pas eu de discrétion par rapport à ça. Dans tous les plans, c'est-à-dire même lié aux professionnels ou autres, ça me gêne pas. C'est pas pour ça que je parle. J'ai pas de difficulté par rapport à ça. Super positif, ça. Il n'y a pas eu de problème par rapport à ça. Moi, la difficulté que j'ai eue par rapport au diagnostic, justement, c'est quand j'ai eu les premiers éléments, je ne savais pas trop où ça m'emmenait. Et donc, j'ai parlé de Facebook. Donc ça, c'était une source d'information intéressante.
Je suis également tombé sur un podcast où on abordait le sujet. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Intensément Podcast, un truc comme ça, qui débunkait certaines choses. Donc là, ça m'a permis deux choses déjà, de voir que, un, je n'étais pas tout seul, deux, il y avait d'autres personnes qui se posaient des questions, et finalement, on va dire, c'était pas si net que ça comme sujet. Donc ça m'a permis d'avancer plus sereinement, on va dire. Et l'autre point aussi, c'est que TDAH, très rapidement, mon psychiatre m'a parlé d'un truc qui s'appelle la Ritaline. Et pour moi, les psychotropes, c'était le diable, quoi. Donc, ouais, c'est pas, etc. Et au final, on va dire, ce qui m'a convaincu, c'est qu'il m'a dit, bah, écoutez, si vous venez me voir, que on fait la démarche de diagnostic, qu'on arrive à tous les éléments, donc on a mis, on va dire, en branle, un neuropsychiatre, psychothérapeute TCC, moi-même, votre médecin traitant, son médecin traitant également suit la chose, votre famille, votre entourage, etc. Et qu'au final, vous dites, bon, s'il ne se passe rien, mais pourquoi, quoi. Finalement, je dis, bon, on va essayer. Et donc, je suis sous Ritaline depuis janvier. Et allez, je vous dire, quoi. Ah ouais. Ah oui, par rapport au simple fait de me poser déjà. C'est-à-dire que là, déjà, on a passé du temps, j'étais assis, j'ai pas bougé, c'est un miracle. Parce que... Moi aussi, et sans ça, après, ça dure pas, c'est-à-dire, moi, la prise, c'est le matin, donc ça dure en gros 2h30, 3h où ça roule. Après, bon, je repars dans tous les sens, c'est pour ça qu'il y a un deuxième petit shoot, on va dire, après le repas après le déjeuner. Mais ça aide. Alors moi, je le perds. Alors au début, j'étais pas trop. Enfin, déjà, on commence sur des petits dos sur la tolérance. Donc là, j'ai pas vu grand-chose. Après là, où je suis rendu, on va dire, j'arrive à percevoir la différence, mais c'est mon entourage qui le perçoit beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il y a eu là, actuellement, je prends une dose le matin, une dose le midi. Je travaille énormément en soirée ou autre, et donc là, ça peut devenir compliqué. Donc, dans le cadre du suivi, le psy m'a dit, on va essayer un peu moins le matin, un peu moins le midi, puis une dose à 16h. Et le problème de la dose à 16h, c'est que j'oublie tout le temps, quoi. Et donc, mon entourage arrive à voir quand je l'ai pris de quand je ne l'avais pas pris. C'est-à-dire que juste là, juste à traverser la cuisine et à mettre un coup de coude, je sais pas, dans une carafe, dans un verre, à me cogner dans la porte, machin, je dis, waf, ça t'a rien pris. Donc, au final, on est revenu sur le truc de base, parce que j'arrive pas à gérer le coup de 16h. Mais il faut essayer la libération prolongée. Alors, pour le moment, je suis de la lit, donc là, j'ai pas de proposition dans ce sens-là. Après, moi, je dirais, ma première forme, c'était matin, midi, sur libération immédiate. J'arrive à bien le vivre et je vois que j'arrive effectivement à me poser. La formule matin, midi, 16h, c'est une catastrophe, donc je suis revenu sur la formule de base. Après, peut-être ça évolue, je ne sais pas, c'est pas mal prêt. Mais ce que je ne saisis pas, c'est que tu étais performant dans ton travail. Qu'est-ce que ça a changé dans ton travail, par exemple ? Alors, au niveau de mon travail, sur l'attention haute, comme c'est mes domaines spécifiques, pas grand-chose. Par contre, sur le périphérique, c'est-à-dire penser à aller manger déjà, penser à boire, penser à bouger, parce que j'ai fait une flébite, parce que assis tout le temps, c'est pas très très bon. Pouvoir manger à table en restant à table, c'est-à-dire pas en courant, aller chercher un couvert, revenir, repartir chercher une sauce, revenir, regarder le téléphone, partir, revenir sur l'ordinateur, parce que j'ai lancé un truc avec lui, revenir, non, rester à table, au moins 20 minutes, quoi. Ça, déjà, ça apportait beaucoup. Et pouvoir me poser avec les autres, c'est-à-dire qu'il y a de la famille, du jeu de société, etc., on va dire 3, 4, 5 personnes, ça arrive à passer, quoi. Et aussi, c'est que la nuit, j'ai recommencé à dormir un peu plus, donc je suis moins fatigué, donc je suis moins irritable, donc, etc. Ça a permis de filtrer déjà peut-être plus toutes les sollicitations sur lesquelles je me déclenchais directement auparavant, quoi. Génial. Donc la Ritaline, en tout cas pour l'instant, le méthylphénidate fonctionne très bien sur toi. C'est génial. L'action est perceptible, voilà. Dire ça comme ça. Pourtant, j'étais pas convaincu, j'avais même plus que pas convaincu, j'étais carrément opposé à l'idée au départ, quoi. Ouais, mais moi aussi, j'ai été longtemps opposé à tout ça et maintenant je vois bien l'intérêt, en tout cas sur moi et sur plein d'autres personnes. Et c'est important de le dire, que c'est pas des paroles en l'air quand on le dit, ça apporte vraiment non seulement des améliorations pour soi-même, mais aussi pour les autres, pour son entourage. Moi, ce que je dis, c'est que j'ai eu beaucoup de chance, parce que déjà, gamin, on va dire, j'étais entouré par des personnes compréhensives. Dans le cadre de ma profession, de hasard en outre, comme disait mon psychiatre, ça aurait pas pu se faire autrement, donc forcément, c'était obligé de se faire comme ça, mais j'ai quand même eu beaucoup de chance aussi. Le parcours, franchement, j'ai de la chance, parce que je suis un G, R&D, etc., j'ai un revenu qui me le permet, j'ai tout fait en libéral, donc faut lâcher du chèque à chaque fois. J'ai la chance d'avoir la possibilité de le faire. S'il avait fallu que je passe par un CRA, c'était 2 ans et demi d'attente et autres, etc., c'était grave, je me mettre une balle, quoi. C'est pas possible. De mai à octobre, finalement, moi j'ai trouvé ça long, mais on va dire pour les personnes qui suivent un circuit classique, c'est super court, quoi. Mais ce que je trouve inadmissible, ce que je regrette, c'est que ce besoin de soins, en fait, soit pas mis à la disposition des personnes qui ont besoin comme ils en ont besoin. C'est complètement délirant, quoi. D'où le fait de communiquer, d'où le fait aussi de dire que moi je m'en cache pas, du HP, TDAH, avec TSA, etc. Bon, déjà, les personnes de mon entourage, je dirais, ils se posent pas la question parce qu'ils me connaissent. Donc,
Vous n'avez pas besoin d'étiquette, quoi. Mais j'ai même pour tout, parce que quand on vit en société, et dans le cas d'un handicap en société, je sais pas, quelqu'un qui est en fauteuil roulant, on va mettre des rampes, on va avoir une attention particulière, etc. Pour les personnes qui ont été TDAH ou autres, je sais pas, faire la queue, par exemple, ça me rend dingue. Je sais pas, moi, attendre qu'une carafe remplisse au robinet, parfois, ça peut être très très long pour moi. Enfin, je vais faire couler le truc, ou d'attendre à rien faire devant ce machin qui met 3 heures à se remplir, quoi. Et pour ce type de problématique, je n'ai pas l'impression que la société fasse grand-chose, quoi. Donc le fait de parler, de dire qu'on existe, qu'on est là, qu'on a ce genre de problème, que ça constitue quand même un handicap, plein de machin, hein, au même titre qu'un autre, et que ce soit la personne qui a la difficulté de s'adapter, je trouve ça un peu raide. Voilà, alors si vous posez la même question que moi, je l'ai posée à Jean-Marc après l'entretien, je lui ai demandé si seul, sans relation sociale, est-ce que la médication ou en tout cas ce diagnostic lui aurait été utile. Au début, il m'a dit qu'il a failli répondre non, et puis ensuite il m'a dit oui, parce qu'il y aurait laissé des plumes, notamment au niveau d'un burn-out ou d'une dépression, puisqu'il est incapable de s'opposer. Et puis est-ce qu'il serait parvenu à initier une telle démarche ? Il n'en sait rien, mais en tout cas, il faut tirer un gros coup de chapeau à ses proches. Si cet épisode vous a apporté quelque chose, de la connaissance ou de la matière à penser, vous pouvez vous aussi apporter à Intensément qui en a véritablement besoin. Merci Intensément, merci Jean-Marc, sportez-vous bien. Intensément, c'est le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud, chaud, chaud.